Notre première étape dans ce top 10, c'est les injections LDAP de commande système ou SQL par exemple. Quel qu'en soit le type, le principe reste essentiellement le même. On va envoyer une donnée hostile à un interpréteur pour lui faire exécuter des commandes non prévues ou accéder à des données sans en avoir l'autorisation. C'est le numéro 1 de ce top 10 et on peut facilement comprendre pourquoi en regardant le système de notation OWASP. Donc dans chaque catégorie, on a une note qui va de 1 à 3, avec 1 pour un impact technique faible et 3 pour un impact technique sévère par exemple. On voit que c'est considéré comme facilement exploitable, il y a beaucoup de cibles potentielles d'injection, toutes les variables d'environnement, tous les champs où l'utilisateur peut entrer du texte sont des vecteurs d'attaque possibles. D'autant plus que c'est une faille qui est assez courante et qu'on peut facilement détecter, et on pourra même utiliser des scanners, on verra ça dans une prochaine vidéo. L'impact technique peut être dévastateur, puisque avec une faille SQL, on peut, dans le pire des cas, modifier, voler ou même supprimer toute une base de données. Pour comprendre un peu ce qu'est une injection, on va regarder un premier exemple d'injection SQL. Ici, on est sur un site web avec un formulaire de connexion, nom d'utilisateur et un mot de passe. Ces deux variables sont envoyées en poste à un serveur Apache. On voit dans la logique du PHP, d'abord on récupère les deux variables post, et après on construit notre requête SQL. Cette requête, elle est construite par simple concaténation de strings. Il n'y a aucun traitement sur les deux variables post, aucune vérification. Donc ce n'est pas une très bonne idée, on verra après pourquoi. Cette requête, elle est ensuite envoyée à la base de données SQL, et si le résultat retourné n'est pas vide, on se connecte avec le nom d'utilisateur, qui est le premier dans le résultat envoyé. Sachant que le résultat de cette requête ne devrait avoir qu'un seul nom d'utilisateur. Voilà la requête générée, donc sélectionnez le login de la table user, ou le login égale Bobby, et le mot de passe égale Batman. Si le couple login-mot de passe n'existe pas dans la base de données, on ne pourra pas se connecter. Alors nous, on veut se connecter, mais on ne connaît pas de nom d'utilisateur ni de mot de passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de cette faille de sécurité, et on va modifier la requête SQL en entrant notre propre code SQL dans le champ username et password. Là, j'écris AZERTY, mais j'aurais pu écrire n'importe quoi. Simple quote pour finir la variable login. Et après, OR 1 égale 1. 1 égale 1, c'est intéressant parce que c'est une tautologie, donc c'est quelque chose qui est toujours vrai. Et ça va nous permettre de nous connecter. Donc voilà la requête générée. Donc qui est sensiblement la même, sauf pour OR 1 égale 1 pour le login et le mot de passe. Et pourquoi ça va nous permettre de nous connecter ? Eh bien en fait, c'est parce que ça revient au même que de dire sélectionnez tous les logins de la table user. Donc là, je vous ai mis la simplification de l'expression, mais c'est assez trivial, hein, vous allez comprendre tout de suite, c'est juste de la logique booléenne. Et pour s'en convaincre, on peut regarder ça sur un petit outil comme SQL Fiddle. SQL Fiddle qui est assez sympa parce qu'il nous permet de créer des tables à la volée et de faire des requêtes dessus. Donc on peut même choisir notre version d'SQL pour tester différentes syntaxes. Là, je crée ma table user avec login, mot de passe, j'insère deux lignes dedans, un administrateur et un user. Si je fais cette requête select login from user, pas de surprise, ça me retourne tous les logins qui existent dans la table. Et si je fais la requête qu'on vient de générer, ça me retourne la même chose, tous les logins de la table user. Donc là, ça nous connectera avec le login admin, puisque c'est le premier qui est de la liste retournée. Donc l'administrateur est souvent le premier résultat retourné, mais c'est pas forcément le cas. Tout dépend dans quel ordre ont été insérées les données dans la base de données, ou comment l'administrateur a voulu organiser ça. Donc c'est tout pour ce petit exemple d'injection SQL. On a différents types d'injection SQL. Je vais vous en citer quelques-uns, sachant que l'objectif n'est pas d'être exhaustif, mais de vous donner une idée des principaux. On peut mentionner les injections à l'aveugle. On ne voit pas le résultat de la requête, mais on peut en inférer si elle est vraie ou fausse. Par exemple, mettons qu'on veuille deviner un mot de passe, on pourrait énumérer les lettres une par une et dire au serveur de se mettre en pause si la lettre est correcte.
Si la première lettre est A, met en pause le serveur 5 secondes, si la deuxième lettre est Z, met en pause le serveur 5 secondes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait deviné notre mot de passe. C'est un peu fastidieux, mais en théorie, on pourrait lister tout le contenu d'une base de données comme ça. On a aussi les injections SQL qui utilisent les messages d'erreur. En fait, si les paramètres sont mal configurés, on va avoir des erreurs assez verbeuses qui vont nous permettre de connaître la structure de la base de données. Et ça, c'est très intéressant pour pouvoir après faire les requêtes qu'on veut dessus. Les requêtes à base d'union, où on va utiliser l'opérateur union de SQL pour étendre des requêtes et afficher d'autres tables. Imaginons une barre de recherche d'un site web qui est normalement utilisée pour rechercher des produits à vendre sur le site. On pourrait étendre la requête pour afficher les données de la table qui contient les comptes utilisateurs, par exemple. Donc ça serait assez intéressant. Enfin, les requêtes empilées. Une requête empilée en SQL, c'est tout simplement plusieurs requêtes à la suite séparées par des points-virgules. Donc quand les paramètres de sécurité sont mal configurés, on peut faire ça dans une injection. Et c'est assez pratique puisqu'on ne va pas être limité à simplement étendre une requête existante, mais on va pouvoir faire les requêtes qu'on veut, donc des drop tables par exemple, si on veut tout casser. On n'est pas impuissant face aux injections SQL, on a des moyens de défense qui sont faciles à mettre en place et très efficaces. La dernière vidéo de cette partie injection sera consacrée à vous les présenter en détail. Je pense que c'est intéressant pour vous, même si vous ne destinez pas à faire du développement, pour comprendre comment s'en protéger. Voilà, c'est tout pour cette introduction aux injections. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve tout de suite pour un peu de pratique sur une machine virtuelle vulnérable.